Les Français ont su économiser à peu près 15% de l'énergie l'année dernière, ce qui était remarquable. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs à la solidité du système. Ils l'ont fait pour une bonne raison, c'était le prix. Quand vous avez un signal prix très élevé, vous commencez à réduire. La question pour nous, le défi, c'est comment on va faire pour maintenir l'effort qui a été fait au-delà de cette crise. Et notamment, on va observer si en 2023, on va continuer l'effort. Donc je vous redis à tous, continuez à le faire. Quand les trois patrons se mettent à parler ensemble, les gens ont considéré dans les sondages que si ces trois personnes qui en plus a priori sont plutôt incitées à vendre de l'énergie nous disent qu'il faut l'économiser, c'est que ça doit devenir sérieux. Toute industrie fait bien quand elle fait beaucoup. Et l'industrie nucléaire, depuis 20 ans, elle a essentiellement maintenu un parc existant. Et elle a prouvé d'ailleurs l'année dernière, quand il s'agissait de maintenir à très grande échelle face à un problème industriel, elle était capable de réagir très vite, puisqu'en 12 mois, nous sommes passés de l'identification d'un problème nouveau à son traitement industriel. La construction de nouveaux réacteurs, c'est une pratique qui a été limitée dans son échelle depuis 20 ans. Donc notre principal défi, c'est de revenir à une construction à l'échelle et au gain de productivité que toute industrie réalise quand elle fait beaucoup. Nous allons y arriver, et pour ça, il nous faut nous lancer d'emblée dans une échelle soutenue de construction rapide, cadencée de plusieurs réacteurs. Et c'est l'enjeu, c'est le défi qui est lancé à EDF et que EDF relève. La consommation d'électricité va augmenter massivement, on dit à peu près à 80%. Et donc il faut investir, accélérer dans les énergies renouvelables. Souvent en France, c'est vrai qu'on a un tropisme nucléaire, et le nucléaire est une énergie extrêmement importante pour la France, mais souvent on a tendance à penser que finalement les renouvelables, c'est pas vraiment sérieux. C'est bien, mais voilà, pour l'industrie, ça va juste pas le faire. Un petit exemple, moi, qui m'a frappé, c'est qu'au premier semestre 2023, en Allemagne comme en Espagne, donc deux pays avec des géographies, des ressources très différentes, les énergies renouvelables, c'était plus de 50%. Donc c'est quand même sérieux et c'est quand même aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas augmenter les efforts. Et donc, c'est vrai qu'Engie, on est extrêmement motivé, déterminé à augmenter la production des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Donc ça, c'est déjà une conviction, énergie renouvelable, pour venir en France compléter, bien sûr, le nucléaire de l'U. Je sais que dans la salle, il y a probablement des étudiants. Vous avez entendu les challenges qui sont les nôtres à propos de l'invention et de la création d'un nouveau système qui a besoin d'être à l'échelle. Et on a besoin d'ingénieurs. Et c'est une ressource française extrêmement précieuse. Donc, joignez-nous à résoudre ce challenge. Bonjour à tous, merci d'être là de si bon matin. Il faut dire que moi, c'est un avantage, c'est qu'il ne fait pas trop chaud. Ça tombe bien, on va parler d'énergie. Vous savez, les choix énergétiques, bon, la transition énergétique, l'urgence climatique, je crois qu'on a tous pris conscience ici à Aix de l'importance de ce sujet. Mais évidemment, il y a un sujet bien plus important qui est de savoir quelle énergie pour demain, comment on pourra atteindre les objectifs 2030, 2050. On va en parler. Et je pense que c'était difficile d'avoir un panel aussi prestigieux pour parler de cette question, puisque nous avons les principaux intervenants, les principaux acteurs. Alors justement, je vais vous les présenter, même si vous les connaissez, par ordre d'entrée en scène, pour pas qu'il y ait de doute possible. Luc Rémont, qui est le président d'EDF. Luc Rémont, bonsoir, bonjour. C'est l'habitude de dire bonsoir, c'est pour ça. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes en pleine négociation, on le verra avec le gouvernement, sur votre feuille stratégique. Vous êtes arrivé il y a 7 mois. Vous avez peu parlé, donc on va vous entendre avec grand intérêt. Ensuite, ce sera Catherine MacGregor, qui est la directrice générale d'Engie, qui sera avec vous. Alors là, Catherine, bonjour, merci d'être là. Vous avez un choix énergétique, vous avez suivi votre trace. Ça fait un an et demi que vous êtes 2 ans à la tête. 2 ans et demi que vous êtes à la tête d'Engie. À vos côtés, Patrick Pouyanné, qui est le patron de Total. Total Énergie, il faut dire ça maintenant, parce qu'évidemment, il y a plusieurs énergies. Je vois que vos équipes me rappellent à l'ordre. On verra avec vous pourquoi il y a une demande de plus en plus forte, alors qu'on parle de décarbonation du pétrole. Vous nous direz pourquoi on a besoin de l'énergie fossile. Ensuite, à vos côtés, c'est Arnaud Piéton, qui est le directeur général de Technip. Lui, c'est toutes les infrastructures, notamment pétrolières. Il peut faire des infrastructures décarbonées. On lui posera la question, est-ce que vos clients vous en demandent ou pas? C'est une manière aussi de prendre un peu le pouls de la décarbonation, si elle est vraiment en route. Et puis, à mes côtés, c'est Casca Sadamori, qui est directeur des marchés de l'énergie et de la sécurité à l'Agence internationale de l'énergie. C'est dire si ces propos, là encore, sont très attendus. Je vous propose tout de suite de passer la parole à l'un des meilleurs experts en la matière, Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes que vous connaissez par cœur, qui est en charge du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. La parole est à toi. Tu as quelques instants pour nous brosser le tableau de l'énergie, des choix qui doivent être faits et surtout de nous projeter un peu dans 2030-2050. Merci Edwige. Bonjour à toutes et à tous. Tout autant qu'on est, on a pris l'engagement d'être là, on était obligés, pas vous, donc on apprécie de voir un amphi plein. Alors moi j'ai eu un mandat de notre président qui est là, qui est de contribuer à recréer l'espoir, donc j'ai un parti pris en introduction de lister un certain nombre de raisons, et j'en ai trouvé finalement beaucoup plus que le temps qui m'a été accordé par Edwige, les raisons d'espérer, parce que finalement si l'espoir n'est qu'une espèce d'optimisme de la volonté, ça n'a pas grand intérêt. Donc les raisons d'espérer. Premièrement, on a tenu collectivement, le on c'est notamment l'Europe, si on se souvient finalement de ce qu'étaient les termes du débat et le niveau d'anxiété au même endroit l'an dernier, notamment les perspectives très sombres à l'abord de l'hiver, en tout cas dans la perspective de l'hiver. Est-ce qu'on aurait suffisamment de gaz? Est-ce qu'on aurait également suffisamment d'électricité? Eh bien, le système a tenu. J'ai la chance de faire partie du conseil d'administration d'une des filiales d'une des entreprises présentes ici, qui est en charge d'importer du gaz naturel liquéfié. J'ai vu s'organiser une espèce de plan Marshall et les infrastructures se sont réorganisées. Et nous sommes là aujourd'hui à pouvoir réfléchir plus tranquillement que ça n'était là et avec un degré d'anxiété qui est redescendu très sensiblement. Nous nous étions réunis l'an dernier à un moment où le prix du gaz avait fait x10, x15, le prix de l'électricité à des niveaux également extrêmement élevés. Tout ça n'est pas totalement derrière nous, mais il me semble que nous pouvons nous réunir cette année dans une ambiance plus sereine, en tout cas propice à la réflexion. Deuxième raison d'espérer, et c'est ce que nous dit notamment l'AIE ou ce que nous dit Bloomberg par ailleurs, lorsqu'on regarde les perspectives d'investissement, désormais il y a au moins autant, et au niveau consolidé, au niveau mondial, au moins autant d'investissements qu'on va qualifier de verts par facilité que les investissements bruns. Et ce qu'on observe, c'est que la guerre a été un accélérateur de ce mouvement pour une raison qui est tout à fait simple. On vient d'un monde finalement avant cette guerre dans lequel la question de sécurité d'approvisionnement était finalement assez bas parmi les préoccupations qu'on pouvait avoir. De mémoire, je commence à traîner mes guêtres à Aix depuis pas mal de temps. Je ne me souvenais pas, si ce n'est l'an dernier, que nous ayons abordé ces questions avec autant d'intensité. Alors on va le dire simplement, grâce à Vladimir, eh bien, ces problématiques nous ont été rappelées. Pour nous, Européens, si on prend quelques chiffres pour la France importe 99% de son pétrole et 98% de son gaz. Et dans un monde dans lequel nous n'avons pas que des amis, eh bien, il s'est avéré que cette question de sécurité d'approvisionnement avait probablement été sous-estimée jusqu'alors. Et par ailleurs, ce qu'on a découvert, ce qui n'est pas une grande surprise à vrai dire, c'est que même nos amis ne nous vendaient pas le gaz, notamment à prix d'amis. Les Norvégiens sont nos amis, nous ont vendu du gaz, enfin il y a des tas de gens experts, et notamment Catherine MacGregor ici, des conditions d'achat du gaz. Et bien grosso modo, ce qu'on peut en savoir, c'est que nos amis ont été fidèles pour nous envoyer beaucoup de gaz, mais pas nécessairement à prix d'amis, donc c'est un point également d'attention. Troisième raison d'espérer, et ce sera la dernière, et encore une fois, la liste avait vocation à être sans doute plus longue. Troisième raison d'espérer, on se met à mettre des chiffres et à faire du calcul économique. Alors évidemment, vous êtes aux rencontres d'Aix organisées par le Cercle des économistes, donc on tire un peu la couverture à notre paroisse et notre collègue Jean Pisani-Ferry, par exemple pour la France, mais ce sont des ordres de grandeur qui valent un peu partout en Europe notamment, eh bien, a mis en circulation des ordres de grandeur pour ce qui est le besoin d'investissement de la décarbonation. Vous avez les chiffres à l'esprit, une 60aine de milliards, sans doute un peu plus, 2 à 2,5% du PIB. Donc la question de savoir comment on finance se pose urgemment. Alors on n'a pas toutes les solutions, mais de fait, cette guerre nous permet de mieux comprendre le retour sur investissement, en tout cas le payback. L'an dernier, les Européens, c'est ce que nous dit notamment Bruegel, un think tank qui est basé à Bruxelles, les gouvernements européens ont dû investir 700 milliards d'euros en amortisseurs, en boucliers. Évidemment, ce n'est pas un effort qu'on peut se permettre de faire indéfiniment. Et donc, la valeur de la décarbonation et la valeur des choix qui sont faits et de l'accélération de la décarbonation doit s'apprécier également par les coûts évités. Alors, des coûts, évidemment, relativement à d'autres chocs énergétiques à l'avenir. J'ai fait un lapsus en parlant de choc sanitaire, mais c'est parce que
C'est également ce que j'avais à l'esprit. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que le coût collectif du Covid a été renforcé par la pollution de l'air, ce qui n'est pas très surprenant, puisque finalement, la pollution de l'air produit des facteurs de comorbidité qui ont produit des tensions sur le système de santé, qui a produit du confinement, on s'en souvient, qui a produit le quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte pour la France, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc lorsqu'on va accélérer la décarbonation, évidemment, il y a besoin d'impulsion et notamment de mobilisation, à la fois un peu de fonds publics, mais on n'en a plus beaucoup, mais d'ingénierie financière, il en faudra beaucoup. Mais on aura peut-être un payback plus court que ce qui est escompté au travers des risques d'une valeur assurantielle en quelque sorte. Ce point est important. Or néanmoins, 2 bémols, et plus que des bémols pour finir, l'ensemble, notamment parce qu'Edwige me faisait des signes que je prenais soin de ne pas regarder, 2 interpellations, une finalement qui traverse la problématique et le plan de transformation de toutes les entreprises qui sont présentes ici, qui est celle du rythme, le rythme auquel on stabilisera la production nucléaire, le rythme auquel on pourra déployer du nouveau nucléaire, le rythme auquel on pourra déployer des renouvelables électriques et gaziers, le rythme auquel également on pourra transformer des infrastructures pour transporter de l'hydrogène, pour transporter peut-être du CO2, et dès lors qu'on est dans une course contre la montre, évidemment, on n'est pas indifférent au rythme. Mais enfin, tout dernier point d'interpellation qu'on traitera sans doute pas en détail, mais qui doit planer sur l'ensemble de nos réflexions. Le président Macky Sall, que vous avez vu hier, nous a rappelé que 600 millions d'Africains n'ont pas du tout d'accès à l'électricité. Et c'est une dimension à garder évidemment à l'esprit au moment où nous avons une injonction à recréer l'espoir. Merci Edwige. Merci Patrice. Désolée, j'ai forcément le mauvais rôle, mais je pense que c'est important, ne serait-ce que pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer. Luc Rémond, vous venez d'arriver, je le disais, à la tête d'EDF, sacré défi. Vous êtes face à une sous-production nucléaire, vous êtes dans pleine discussion avec le gouvernement, notamment avec la fin de l'Arenh, donc quelle régulation des prix. On sait que c'est même une discussion assez musclée, presque un bras de fer. Vous, l'heure des choix, comment vous faites aujourd'hui pour affirmer ce qu'est EDF? Merci Edwige, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous rassurer, la production remonte. Et je pense qu'à ce stade, nous sommes en mesure de pouvoir dire que nous aborderons l'hiver prochain avec sérénité, en espérant évidemment toujours pouvoir compter sur l'effort de sobriété qu'ont réalisé tous nos concitoyens à l'appel d'EDF, à l'appel du gouvernement, qui a évidemment été important sur l'hiver 2022-2023, et que pour des besoins planétaires, pas juste pour des besoins d'équilibre électrique, nous avons besoin de continuer. Mais avec cet effort et avec la poursuite du redressement de la production nucléaire d'EDF, nous pouvons aborder l'hiver prochain avec sérénité. Je voulais commencer par ça, puisque c'était le début de votre question, Edwige. Ensuite, l'heure des choix, c'est des choix stratégiques pour notre pays sur l'ensemble du mix énergétique. Et le premier élément, je pense qui fait consensus, c'est le besoin de continuer de décarboner à marche forcée, parce que l'horloge climatique, malheureusement, s'accélère. Et la décarbonation à marche forcée, elle nous amène à regarder toutes les technologies qui permettent la décarbonation. Parmi les technologies qui permettent la décarbonation, l'électricité l'électricité décarbonée est celle qui a le plus fort potentiel de décarbonation. Et donc, notre devoir en tant qu'entreprise électrique, EDF, c'est évidemment d'ouvrir le chemin et d'aller le plus loin possible dans le fait de mettre à disposition, d'acheminer, de rendre disponible sur place l'électricité pour l'ensemble de nos concitoyens dans les plus grandes mesures possibles dans la durée. Et pour cela, il nous faut bien sûr continuer d'opérer le mieux possible les moyens de production que nous avons aujourd'hui, mais aussi faciliter la création de nouveaux moyens de production. Dans les années qui viennent, l'électricité va voir sa part d'usage énergétique augmenter, et pour cela, nous avons besoin de plus d'électricité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres moyens de production d'électricité qui arrivent que le nucléaire, donc nous avons une diversité de moyens de production qui s'enrichit sur le territoire national et à l'échelle européenne, avec des capacités renouvelables qui augmentent, avec des capacités décentralisées qui vont augmenter de plus en plus. Mais il nous faut aussi être capable d'assurer un équilibre de système électrique. L'électricité, c'est un système, ça
permet l'échange instantané d'énergie d'un bout à l'autre de l'Europe. C'est une faculté qui est unique, mais pour ça, il nous faut un équilibre de système. Cet équilibre de système, il doit être assuré par des réseaux et il doit être assuré par la faculté de produire à la commande de l'électricité décarbonée. Et c'est sur cet aspect-là qu'il nous faut focaliser notre attention. Le nucléaire est aujourd'hui la seule technologie qui permette la production à l'échelle des besoins d'un pays et de la plaque européenne d'électricité décarbonée. Il y en aura peut-être d'autres demain qui viendront prendre une place aussi, c'est souhaitable. Mais entre-temps, il nous faut continuer de développer le nucléaire et l'hydroélectricité comme les deux moyens de production commandables d'électricité décarbonée. C'est l'enjeu principal d'EDF. Pour ça, il faut un modèle économique. Alors, vous avez mentionné des discussions qui sont normales. Et je ne prends pas les qualificatifs que vous leur avez donnés. Il est normal pour tout opérateur d'avoir des discussions stratégiques sur la façon dont son modèle économique, qui au passage est le modèle économique de tout le secteur, pas juste celui d'EDF, va permettre d'aborder une courbe d'investissement qui est sans précédent dans l'histoire. Même lorsque nous avons construit le parc nucléaire dans les années 80-90, nous n'avions pas en même temps à investir sur un parc existant et nous n'avions pas en même temps à investir plus que jamais sur les réseaux pour permettre de faire entrer sur le réseau des dizaines, des centaines de productions décentralisées qui permettent aujourd'hui d'avoir plus d'électricité. C'est tout cela qu'il nous faut être capable d'aborder ensemble dans un choix de société qui évidemment doit avoir son modèle économique et son modèle de prix pour nos concitoyens qui n'a aucune raison de ne pas être soutenable. Il doit être compétitif et soutenable. On va y revenir, bien sûr. Et donc ce sont les discussions qui sont nécessaires en ce moment et qui sont tout à fait professionnelles et constructives. Juste une question, parce que vous êtes dans le temps long, le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pouvez accélérer la construction sur les EPR? On sait que c'était un des questions qui a été soulevée par le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, un EPR, ou demain, vous pourrez le construire en combien de temps? Sachant que vous venez de donner le top départ pour l'EPR 2 de Penly. Vous savez, toute industrie fait bien quand elle fait beaucoup. Et l'industrie nucléaire, elle a, depuis 20 ans, elle a essentiellement maintenu un parc existant. Et elle a prouvé, d'ailleurs, l'année dernière, que quand il s'agissait de maintenir à très grande échelle face à un problème industriel, elle était capable de réagir très vite, puisqu'en 12 mois, nous sommes passés de l'identification d'un problème nouveau à son traitement industriel. La construction de nouveaux réacteurs, c'est une pratique qui a été limitée dans son échelle depuis 20 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut beaucoup de temps toujours. Donc notre principal défi, et j'ai confiance dans le fait que nous allons le réussir, c'est de revenir à une construction à l'échelle et au gain de productivité que toute industrie réalise quand elle fait beaucoup. Et nous allons y arriver, mais pour ça, il nous faut nous lancer d'emblée dans une échelle soutenue de construction rapide, cadencée, de plusieurs réacteurs. Et c'est l'enjeu, c'est le défi qui est lancé à EDF et qu'EDF relève. Merci beaucoup, Luc Rémond. Catherine MacGregor, vous avez été, on le disait, là, 2002 a été un tournant dans l'énergie, avec notamment la guerre en Ukraine et les conséquences que ça avait sur l'approvisionnement russe. Vous êtes multicarte, si j'ose dire, chez Engie. Comment est-ce que vous faites vos choix, vous affirmez les choix qui ont été faits? Bonjour à tous. Alors, moi, je vais utiliser l'expression de Luc de système, mais l'élargir davantage, car il ne s'agit pas juste de construire un système électrique, mais bien un système énergétique. Avec quelques convictions et quelques choix forts, effectivement. Celui d'accélérer les moyens de produire de l'électricité bas carbone, et pour ça, massivement investir dans les renouvelables. Donc nous, chez Engie, on a fait une simulation et un scénario de décarbonation à l'horizon 2050. Très clairement, au niveau européen, la consommation d'électricité va augmenter massivement. On dit à peu près à 80%. Et donc, il faut investir, accélérer dans les énergies renouvelables. Je fais une petite parenthèse sur les énergies renouvelables parce que souvent, en France, c'est vrai qu'on a un tropisme nucléaire et le nucléaire est une énergie extrêmement importante pour la France. Mais souvent, on a tendance à penser que, finalement, les renouvelables, c'est pas vraiment sérieux. C'est bien, mais voilà, pour l'industrie, ça va juste pas le faire. Donc, peut-être un petit exemple, moi, qui m'a frappé, c'est qu'au premier semestre 2023, en Allemagne, comme en Espagne, donc deux pays avec des géographies, des ressources très différentes,
Les énergies renouvelables, c'était plus de 50%. Donc c'est quand même sérieux et c'est quand même aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter les efforts. Et donc c'est vrai qu'Engie, on est extrêmement motivé, déterminé à augmenter la production des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Donc ça c'est déjà une conviction, énergie renouvelable, pour venir en France compléter bien sûr le nucléaire de Luc. Deuxième conviction, c'est qu'on ne va pas tout faire en électrifiant. On va devoir garder dans ce système énergétique, c'est pour ça que l'importance de l'expression est là, on va avoir besoin de garder une molécule, donc aujourd'hui c'est du gaz fossile, et bien sûr cette molécule qu'on va verdir. Donc ce gaz qui va devenir, et qui est déjà dans une petite partie, mais on va croître du biogaz, donc du biométhane, donc verdir le gaz, l'hydrogène et les dérivés de l'hydrogène. Et pourquoi? Parce que la molécule, ça vous apporte la robustesse nécessaire au système énergétique, et puis évidemment ça vous évite de surdimensionner le système électrique pour un jour de grand froid où finalement vous n'avez pas besoin d'avoir des systèmes électriques qui sont complètement surdimensionnés avec bien sûr un impact coût puisqu'il s'agit bien de garder le coût de la transition énergétique sous contrôle. Donc c'est vraiment cette alliance électron-molécule qui est effectivement est un peu une vision singulière que nous avons chez Engie et que nous défendons et que nous développons. Enfin, troisième choix très clair, c'est le choix de l'Europe. Le choix de l'Europe pour la France et puis le choix bien sûr d'une approche plus régionale. Mais le choix de l'Europe, il est vraiment fondamental. On a besoin les uns des autres, on a besoin d'apporter l'électricité dans les coups durs, on a besoin d'exporter du gaz. Cette vision européenne, elle est extrêmement importante. On va peut-être discuter du marché européen qui est en grande discussion. C'est fondamental que l'on garde ce marché européen, un marché européen qui fonctionne et qui va donner à ce système énergétique effectivement la robustesse dont on a besoin. Avec peut-être un dernier argument qui est... Quand je parle de la molécule, bien sûr, il y a l'hydrogène qui est un marché en émergence. Et quand vous réfléchissez 2 secondes au fait qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir une vision partagée de l'hydrogène en Europe, alors que cette molécule, elle est juste naissante, le marché n'existe même pas, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une vision partagée européenne de l'hydrogène, moi, me chagrine, m'inquiète. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à résoudre ce problème et à se dire... Mettons-nous d'accord, on parle d'une page blanche, il n'y a absolument aucune raison qu'on n'arrive pas à définir cette vision partagée. C'est important, sinon nos investissements prennent du retard, on le voit déjà aujourd'hui. Moi, je peux vous dire de manière très concrète, j'ai un projet aujourd'hui où je voudrais produire de l'hydrogène à partir d'un électron décarboné, et parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la régulation, je ne sais pas si ce projet va voir le jour ou pas, aujourd'hui. Alors qu'on est tellement, enfin le sens de l'urgence est tellement fort. Donc allons-y. Une vision européenne partagée de ce système énergétique. Voilà ce que j'appelle de mon vœu ce matin. Merci. Merci beaucoup, Catherine McGregor. Juste une question. Aujourd'hui, le gaz d'Engie, il vient d'où essentiellement? Enfin, pas essentiellement, si vous nous donnez rapidement une ventilation. Alors, on importe du gaz de la Norvège, des Pays-Bas encore, Algérie et puis des États-Unis. D'accord, mais en proportion? C'est un petit peu bien partagé et l'idée étant bien sûr d'éviter toute surdépendance de fournisseurs. Et par rapport au gaz russe, pour rappel, pour nous, le gaz russe représentait moins de 20% de nos importations. Donc c'est évidemment très important de toujours essayer de distribuer nos apports pour éviter de surdépendance qui, bien sûr, est la grande leçon de la crise de l'année dernière. Merci beaucoup de ces précisions. Patrick Pouyanné, le président de Total Energy. Patrick Pouyanné, on vous prédit à chaque fois la fin de l'énergie fossile. Cela dit, lorsqu'on regarde les prévisions, on voit notamment en 2023, je pense que jamais on aura autant consommé de l'énergie fossile. Quels sont vos choix et comment, encore une fois, vous les affirmez? Le choix de Total Energy, c'est à la fois les énergies fossiles, l'électricité décarbonée. C'est pour ça qu'on est devenu Total Energy. Mais avant, pour répondre à la question de la table ronde, le premier choix, c'est celui que d'ailleurs, il paraît que l'année dernière, j'avais marqué les esprits, me disait Pascal, parce que j'avais expliqué qu'il fallait baisser la machine à laver de 800 tours minute à 400 tours minute pour faire des économies. Alors vous m'aviez écouté, en tout cas les Français nous ont écoutés, puisqu'on avait d'ailleurs avec Catherine et Jean-Bernard,
Pardon. Mais Jean-Bernard et Luc lancer une tribune à Troyes pour appeler à la sobriété énergétique. C'est la première leçon. Parce que pour recréer l'espoir, il faut d'abord, pour d'ailleurs recréer l'espoir, y compris financièrement, pour les porte-monnaies des consommateurs d'énergie, il faut d'abord économiser l'énergie. C'est la base. Avant même de parler du choix en termes de production, il faut économiser cette énergie. Les Français ont su économiser à peu près 15% de l'énergie l'année dernière, ce qui était remarquable. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs à la solidité du système. Et la question, naturellement, ils l'ont fait pour une bonne raison, c'était le prix. Quand vous avez un signal prix très élevé, vous commencez à réduire. La question pour nous, le défi, c'est comment on va faire pour maintenir l'effort qui a été fait au-delà de cette crise. Et notamment, on va observer si en 2023, on va continuer l'effort. Donc je vous redis à tous, continuez à le faire. Et puis deuxième, d'ailleurs, dans ce que je viens de décrire, deuxième espoir, c'est que quand les trois patrons se mettent à parler ensemble, on a un vrai porté sur les gens nous écoutent. Les gens ont considéré dans les sondages que si ces trois personnes, qui en plus, a priori, sont plutôt incités à vendre de l'énergie, nous disent qu'il faut l'économiser, c'est que ça doit devenir sérieux. Donc il faut qu'on parle et prendre la parole. Je pense que vous êtes assez écoutés. Premier choix, celui-là. Deuxième leçon que je tire, il est évident, vous l'avez dit Pascal, c'est le deuxième choix qui est absolument indispensable. Il faut assurer la permanence de notre système. L'année dernière, non seulement on n'avait plus le gaz russe, il arrive que de temps en temps des usines ont du mal à produire, ça c'est la vie industrielle, c'était celle de centrales nucléaires. Et donc, il faut garder cette idée d'une sécurité d'approvisionnement. Et je ne peux pas m'empêcher de dire quand même que l'année dernière, et encore demain, ce qui a fait que le système a tenu, c'est le gaz. Parce que s'il n'y avait pas eu les centrales à gaz pour venir en complément, bon, il se trouve qu'on en a un tiers en France. Donc l'effort est partagé. Sans ces centrales à gaz, le système ne tenait pas. Donc, il faut garder ça en tête. C'est à la fois, bien sûr, et la deuxième réponse à la sécurité énergétique, c'est les énergies locales, donc c'est le nucléaire, c'est les énergies renouvelables, c'est le biogaz. Mais il faut garder toujours en tête cela, et on aura toujours besoin, dans ce mix-là, d'énergie fossile comme complément. La troisième leçon et troisième choix, moi qui m'a beaucoup frappé l'an dernier, vous l'avez dit quelque part, Pascal, c'est que le prix de l'énergie, c'est quand même ce qui pilote tous nos choix. Vous allez nous poser la question du prix, combien ça va coûter, et il faut surtout après. Il faut que ce prix soit bas. Or, une des leçons de l'an dernier, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu un choc de prix. On sait que la transition énergétique va coûter plus cher. Malgré tout ce qu'on dit, produire de l'énergie à partir d'un système fiable de solaire et de batterie, ça coûte plus cher qu'avec des centrales à gaz, avec du nucléaire. Ça va coûter plus cher. À la limite, Poutine nous a aidé à autre chose à faire, c'est à remonter ces prix de l'énergie. Je suis même assez frappé de la façon dont l'être humain, nous avons une capacité à absorber les chocs assez forte. Lorsque nous avons annoncé cette année que nous allions mettre un plafond à 1,99 € du litre sur le prix de l'essence, c'est presque devenu une bonne chose. Alors que parler de 2, c'est catastrophique. 1,99 € ça marche, ça c'est le marketing que Michel-Édouard Leclerc m'a appris. Bien, finalement, on s'habitue à un espace de prix. Tout à l'heure, vous avez dit, l'un de vous, le prix du gaz, finalement, il est revenu normal. Enfin, écoutez, pour moi qui vends du gaz, je peux vous dire qu'il est resté élevé. Parce qu'on est passé en Europe d'un prix qui, en gros, a fait x3, x2,5 par rapport à l'antécrise. Et on considère, parce qu'il est plus bas de l'hystérie de l'année dernière, qu'il est effectivement bon marché. Donc de tout ça, c'est d'ailleurs... Non mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce qu'il va falloir habituer les consommateurs à payer un peu plus cher leur énergie. On voit bien qu'il faut le faire graduellement. Le non-espoir de l'année dernière, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit, ou l'espoir Pascal, l'Europe a quand même décidé massivement, alors moi il a dit 700 milliards, moi je disais plus de 500 milliards d'euros. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on l'a consacré à subventionner les énergies fossiles. Et pourquoi? Mais parce que nous vivons avec les énergies fossiles. Et on va sans doute se rebondir dans le débat, mais vous me l'avez dit, c'est bien pour ça que Total Energy, et je l'assume, continuera à produire des énergies fossiles parce que c'est celle du système énergétique qui nous fait vivre aujourd'hui et qu'on ne réussira pas la transition contre les consommateurs. On ne peut pas les forcer à changer leur demande en énergie parce qu'on leur dit vous n'aurez plus de pétrole, plus de gaz. Ça, c'est un truc qui ne fonctionnera pas parce que si on se met à moins produire, les prix vont continuer à monter et c'est la crise. Donc il faut trouver la transition juste. C'est de trouver le bon équilibre entre ce système qui existe et qui va falloir... qui nous fait vivre, et puis surtout l'accélération du système énergétique décarboné. Il faut qu'on investisse massivement, et plus qu'on ne le fait tous.
dans nos centrales nucléaires, dans nos énergies renouvelables, dans notre biogaz. C'est ça la vraie priorité. C'est pas de démanteler le système qui nous fait vivre, parce que ça fera pas une transition juste. Bon voilà, donc moi je vois dans la crise, c'était une super crise, mais finalement quand on réfléchit à la réaction qu'on a eue collectivement, plein de motifs d'espoir, et notamment l'un, vous savez, l'homme il innove et il prend des décisions quand il est dans le mur. Ben, on était dans le mur, ben, on a pris des tas de décisions rapides, qui fait que notre système a tenu. Alors effectivement, c'était un peu quoi qu'il en coûte. Donc maintenant, l'objectif, c'est de tenir en ramenant tout ça à des prix raisonnables, et on y reviendra dans le débat. Patrick Pouyanné, juste une question, mais est-ce que vous continuez à investir dans les énergies fossiles et dans la production? Ben heureusement. Mais heureusement. Je suis désolé, un gisement de pétrole, vous savez, ça perd... Le pétrole mondial perd chaque année 4% de sa production si nous ne faisons pas, si nous n'investissons pas. 4% par an. Parce que la pression dans les puits diminue et ils produisent moins. C'est un phénomène naturel. Donc, vous partez en 2022, la production était de 100 millions de barils. Si on ne fait rien, elle est à 96. Et l'AIE nous annonce que la demande va être de 102. Alors, vous faites comment pour réconcilier les 96 et les 102 ? À la limite, pour le patron de Total, c'est vachement bien. Le prix il monte à $300. Mais ça, vous allez tous en colère. Donc moi, ma vie va devenir infernale. Je l'ai vu l'an dernier. Donc je préfère avoir une vie calme. Et donc je préfère faire en sorte de produire, peut-être pas 102, mais 101, parce qu'il faut quand même qu'on vive un peu. Et donc, pour arriver à élargir le système. Non, je dis ça. Non, ce que je veux dire, c'est juste essentiel. L'idée qu'il faut... Le problème n'est pas les fossiles. Le problème, c'est les émissions des fossiles. Ouais. Et on va y revenir. Mais nous décarbonons. Nous avons, de 2015 à 2023, réduit de 35% les émissions liées à la production du pétrole et du gaz que nous faisons dans le monde. 35%, donc on s'y est mis. Le méthane a réduit de 50%. Donc c'est les émissions qui sont le problème. Et après, il va falloir trouver une façon de produire une autre énergie et de consommer autrement cette énergie, de la consommer moins, et puis de faire évoluer les modes de transport, etc. Donc oui, j'assume, mais en même temps, j'assume aussi que j'investis 5 milliards dans les énergies renouvelables. Voilà, j'espère que 5 milliards en equity pour Total, ça fait un effort de 8 à 10 milliards en fait, de projets que nous finançons sur la planète. C'est pas rien. Merci Patrick Pouyanné. Arnaud Piéton, donc vous êtes le directeur général de Technip Energies. Lorsqu'on a discuté un peu en amont de cette table ronde pour la préparer, vous m'avez dit, mais en fait, c'est plus une addition de choix d'énergie plus qu'une transition écologique ou énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous percevez, puisque c'est vous qui construisez toutes ces infrastructures? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Technip Energies, c'est l'architecte et le maître d'œuvre des grandes infrastructures du monde de l'énergie. Donc nos clients sont avec moi ici ce matin en partie. On en a des nouveaux qui émergent. Mais voilà, on n'est pas producteur, mais on est architecte et maître d'œuvre. Et dans nos architectures et dans les solutions, c'est 15 000 ingénieurs, Technip Energies, dans 35 pays. Et on déploie des solutions, nos propres technologies et des technologies qu'on a sous licence pour construire cette infrastructure. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on parle beaucoup de transition énergétique, mais plutôt que de transition, c'est quand même le millefeuille. L'épaisseur du millefeuille ne fait que grandir. La couche du charbon n'a pas vraiment baissé, celle du gaz certainement pas, celle du pétrole pas encore. Et on ajoute éolien, solaire, plus de nucléaire, etc. Donc il y a un cumul, une accumulation de production d'énergie plutôt que cette transition énergétique. On a besoin de cette accumulation. Donc les choix que Technip Energies a fait sont les suivants. C'était de dédier les 15 000 ingénieurs de l'entreprise, et c'est la raison d'être de Technip Energies, et c'est le choix stratégique de les dédier au sujet trajectoire net zéro, qui inclut le gaz, qui inclut le LNG, qui inclut les biocarburants, l'hydrogène décarboné, les carburants d'aviation durable, et la circularité, et j'en passe. Donc ça, c'est un choix, parce qu'on parle de l'ordre des choix forts pour nous, c'était de dédier la ressource aux solutions pour la trajectoire net zéro. L'autre choix qui est, et Patrick venait de le dire, pour lequel on n'a pas le choix en fait, c'est il faut réduire les émissions. Donc, et ça va passer par de l'électrification, de l'efficacité, de la capture de CO2, et aussi le stockage de la bonne énergie, de cette énergie décarbonée dont tout le monde qui est un bien précieux, qu'on n'est pas complètement capable aujourd'hui d'exploiter totalement parce que le réseau ne prend pas toute la quantité d'énergie disponible. Donc il faut réussir à craquer l'équation du stockage de ces électrons propres et d'en faire quelque chose.
Il y a plusieurs façons, il y a des batteries, il peut y avoir la molécule. Et Technip Energies, ça va être ce pont entre l'électron et la molécule. Mais effectivement, le sujet, c'est juste pas moins d'énergie, mais c'est beaucoup moins d'émissions. Et c'est ce que nous nous attelons à essayer de résoudre. Mais est-ce qu'il y a une demande de la part de vos clients? Parce que vous nous avez dit que vous pouvez faire des pipelines qui sont décarbonés. Est-ce qu'il y a une demande des clients ou alors ils vous disent non, ça coûte trop cher, on verra ça plus tard? Je vais prendre un exemple très concret. Il y a 2 ans, on a signé un gros contrat et Total Energy est partenaire de ce développement de GNL au Qatar. Avant de signer un contrat, il y a 2-3 ans d'études d'avant-projet. Les études d'avant-projet avaient démarré absolument de manière très traditionnelle quant à la conception de l'infrastructure. Le client voulait exactement la même chose copier-coller que les phases d'avant. Entre-temps, on a développé des technologies, des solutions arrivent à l'échelle, parce qu'il faut vraiment parler d'échelle quand on parle de décarbonation, et en particulier là, il y avait moyen de capter le CO2 qui sort du puits avant d'être liquéfié. Donc le captage du CO2 pour ensuite aller le séquestrer, le renvoyer dans les aquifères. Bon, ça a été adopté par le client en question. Mais il a fallu 3 ans pour le convaincre, et surtout, il a fallu que Technip Energies trouve un moyen de rendre ces solutions acceptable financièrement pour le client. Donc, il ne voulait pas payer beaucoup plus pour ça, donc il a fallu trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est que on a fait œuvre, si je puis dire, de pédagogie pendant 3 ans. Ça a amené à une signature qui incluait les solutions décarbonées, et que ce qu'on observe aujourd'hui de manière très nette, c'est qu'on a moins besoin de faire œuvre de pédagogie, mais que ces solutions maintenant sont réclamées et sont voulues au moins comme des options. Il faut donner le choix, donc l'heure des choix, et on est là pour donner le choix à nos clients d'avoir le choix et de choisir la solution qui lui convient au prix qui lui convient. Donc elles sont réclamées maintenant, et c'est un vrai changement. Elles sont réclamées, ça veut dire qu'il y a quand même une transition en cours. Ça tombe bien, Casca Sadamori, vous êtes donc à l'Agence internationale de l'énergie. On peut dire que c'est vous, on attend toujours vos prévisions avec beaucoup d'intérêt et parfois un peu d'angoisse, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi avec ce mur énergétique qui est devant nous. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la situation s'est stabilisée? Merci pour cette question. Je suis désolé, je vais m'adresser à vous en anglais. L'année dernière, en 2022, nous avons vu une année très turbulente en termes d'énergie. Il y avait d'abord, bien sûr, des difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures. Nous avons dû puiser dans les stocks d'urgence. Nous avons une augmentation des prix de gaz naturel qui a atteint des chiffres jamais presque de 100 dollars par BTU, donc près de 400 dollars par tonne. Donc c'était bien sûr une année extrêmement difficile en termes de sécurité en alimentation énergétique. Mais il y a eu également une bonne nouvelle, à savoir que la crise de l'énergie de l'an dernier a forcé les gouvernements du monde entier à reconfirmer la valeur des technologies d'énergie propre, non seulement pour les objectifs du changement climatique, mais également pour la sécurité de l'alimentation énergétique. Et donc, les gouvernements ont pris des mesures politiques extrêmement fortes pour nettoyer les systèmes, et entre guillemets, et ceci semble fonctionner en termes de chiffres de plus. Les gens dans le monde entier ont compris la valeur, bien sûr, de nos technologies, non seulement des renouvelables, mais l'énergie nucléaire, les énergies décarbonées. Donc il y a une tendance positive. Et si nous regardons les chiffres aujourd'hui, nous allons voir un record en termes de développement des énergies renouvelables, près de 400 000 gigawatts, ce qui est un chiffre absolument massif. Et nous allons voir également des centrales nucléaires qui se remettent en service dans plusieurs parties du monde. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, sinon, d'ici, on fait de la prévision à quelques années, les nouvelles demandes en électricité sera pratiquement entièrement couverte par les sources décarbonées. C'est-à-dire que les centrales à combustible fossile ne vont pas augmenter, elles seront stabilisées. Donc, c'est un développement positif et nous pensons qu'il faudra accélérer les choses. Mais il y a également une autre situation, c'est que nous ne sommes pas encore sur la voie. Les émissions de CO2 continuent à augmenter. L'année dernière, nous avons vu
Le monde émet quelque chose comme 36,8 gigatonnes de CO2 à partir des systèmes énergétiques, et donc ceci a augmenté de 0,3 giga de tonnes l'année dernière. Donc c'est-à-dire que c'était 2022. En 2022, on a vu le chiffre le plus élevé de consommation, de production et dans le charbon notamment. Donc on n'y est pas encore, soyons bien clairs, mais au moins lorsque nous regardons le système électrique, les systèmes électriques, ça devient beaucoup plus propre. Mais l'électricité ne représente que 20% de la consommation d'énergie totale et 40% de l'ensemble des émissions liées à l'énergie. Donc il faut s'occuper de l'ensemble des systèmes de production d'énergie. Et donc c'est très difficile. On voit l'émergence de l'hydrogène et peut-être l'ammonium, mais nous devons utiliser quelles que soient devant toutes les technologies disponibles pour nettoyer nos systèmes de production d'énergie. On ne peut pas faire on ne peut pas être trop demandeur. Donc enfin, on ne peut pas. Donc il faut regarder toutes les formes d'énergie décarbonée, bien sûr. L'efficience énergétique est nécessaire également. Donc nous devons doubler l'amélioration de l'efficience énergétique. Donc nous voyons des tendances positives. On voit bien sûr une montée dans les investissements en énergie propre ou verte, mais on a tellement à faire encore pour nous remettre sur la route pour arriver à zéro net d'ici 2050. Il y a encore beaucoup à faire. On a compris que la sobriété, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on accélère. Il y a encore beaucoup de questions à vous poser. Peut-être que vous en avez du reste aussi. Sur la sécurité ou la sécurisation d'approvisionnement, est-ce qu'il y a encore des inquiétudes ou pas? Je ne sais pas qui peut répondre autour de cette table ronde. Catherine McGregor, Patrick Buanet, qui veut répondre? Mais so much to do. Je ne réponds pas à votre question, Edwige. Pardon, mais je vais répondre à votre question. Mais so much to do, c'est quand même un sacré call for action. Bien sûr, oui. Et donc remettre en perspective que on est parfois paralysé avec nos histoires de régulation en Europe. Il faut absolument qu'on arrête, qu'on dépasse ça et qu'on accélère. Donc c'est vraiment, je pense, un très bon point. Et sur la sécurité d'approvisionnement, effectivement, je pense que grâce aux efforts de sobriété qui ont été soulignés tout à l'heure par Patrick, et puis les efforts d'approvisionnement sur le gaz, on a été aidé par le climat. Les stocks sont pleins. Et donc aujourd'hui, on envisage l'hiver avec relativement sérénité. Peut-être que Luc, tu veux compléter aussi sur la situation du système électrique, parce qu'il y a bien sûr des vases communicants entre la situation sur le gaz et la situation sur l'électricité, il ne faut pas l'oublier. Donc on est plutôt assez serein sur l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de sobriété, évidemment. Et puis peut-être aussi se reposer la question pour l'hiver prochain, parce que les capacités additionnelles de gaz qui viendront alimenter le marché mondial, a priori, ne viendront en ligne qu'en 2026-2027. Donc on va quand même rester sur un système très, très volatile potentiellement dans les mois qui viennent. Patrick, Luc, non, Patrice, moi je suis un peu moins serein. Je vais vous dire, non pas, parce que d'abord je regarde les prix à un an, ils sont plus élevés que les prix aujourd'hui, ce qui traduit le fait qu'il y a un peu de nervosité. Et pourquoi simplement? Parce qu'en matière gazière, oui, les stocks seront pleins en octobre, mais on n'a pas assez de stocks en Europe pour couvrir l'hiver quand il est froid. C'est juste un problème physique. On a un système bizarre, on n'a pas construit assez de stockage. Donc ça veut dire que si l'hiver est froid, il faut ramener du gaz naturel liquéfié, et la seule façon de le ramener, alors l'histoire du prix d'amis, je suis désolé, ça ne marche pas les prix d'amis dans un marché d'offres et de demande mondiale. La seule façon de ramener plus de gaz naturel liquéfié en Europe, c'est de le piquer aux autres. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a détourné plus de 10% du marché mondial qu'on est allé prendre au Vietnam, au Bangladesh, au Pakistan et aux Chinois pour le ramener en Europe. Et notamment, on a payé cher. C'est nous qui avons fait monter les prix l'an dernier. Il faut voir. Donc, si on se retrouve avec un hiver froid, on peut devoir être obligé de ramener du gaz naturel liquéfié. On le ramènera, ça je vous garantis. On en assure chacun 50% de la France et on a les moyens, on a plein de productions dans le monde, donc on le ramènera. Mais à ce moment-là, c'est au prix. Voilà. Donc, vous aurez tous du gaz et vous serez chaud. Le prix, on verra. Patrice, Luc Rémond, et après, quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Oui, point de vigilance. Je faisais référence au prix d'amis tout à l'heure pour souligner que ça n'a pas de sens et on en a fait l'expérience collectivement l'an dernier. Donc il ne faut surtout pas imaginer que le fait que nous nous réunissions au cœur de l'été dans un climat plus apaisé nous met à l'abri de tout choc à l'avenir. Il y a toute une série de facteurs, notamment la demande asiatique à l'avenir, et puis peut-être à plus long terme ce qui pourrait se passer du côté des États-Unis
en cas de retournement dans le cycle politique, je ne suis pas certain qu'un président républicain nous enverrait aussi massivement du gaz à la fin de la... En tout cas, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a une valeur spécifique à la sobriété. Luc, Raymond, qu'est-ce qu'il y a ? Je reviendrai sur la sobriété d'abord, parce que je pense que c'est, on l'a tous dit, hein, c'est le premier facteur qui concourt à la préservation de la planète et qui nous aide aussi à être moins dépendants de tiers. Ensuite, il faut évidemment être le plus disponible possible sur les moyens de production qui ne dépendent pas de tiers. Donc, évidemment, la production électrique décarbonée, elle dépend très peu de tiers. Dans le domaine nucléaire, évidemment, nous approvisionnons notre uranium, mais c'est sur des cycles extrêmement longs. Donc, on n'a pas de dépendance à court terme. Je voudrais surtout dire un mot de l'hydroélectricité. Très rapidement, pardon, excusez-moi, mais voici encore la question du prix. Qui a manqué à l'échelle européenne l'année dernière, parce que non seulement la France, mais tous les autres pays européens étaient face à une sécheresse qui a baissé le niveau disponible hydroélectrique, qui est un des éléments absolument clés de l'équilibre de l'hiver. Ouais. Cette année, on est juste au début de l'été, mais au moins on commence l'été avec des barrages pleins. Voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle je m'exprimais tout à l'heure pour dire que vous vouliez ajouter relativement quelque chose serein sur l'approche de l'hiver. Qu'est-ce qu'Aïssa Damori, vous voulez ajouter quelque chose? You want to say something else? No. Quickly, I'm sorry. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes maintenant dans une position confortable en termes de gaz et stockage de gaz, des stocks de gaz en Europe. Nous devons bien sûr injecter moins par rapport à l'année dernière. Donc, nous sommes dans une bonne position, mais je voudrais quand même mentionner que ce n'est pas une garantie pour l'hiver qui vient, parce que s'il y a un hiver froid, si la situation en Russie, Ukraine s'aggrave, il y aura d'autres demandes énergétiques dans d'autres parties du monde. Alors l'Europe peut-être pourrait rencontrer une situation difficile cet hiver, l'hiver à venir. Donc ne soyez pas trop confortables et insouciants. Donc, mais les gaz la disponibilité et du gaz naturel n'est pas une question juste européenne, mais c'est une question qui se concerne. Donc l'Europe doit une énorme quantité d'énergie donc sur les marchés, notamment des États-Unis. Ce qui se passe, c'est que le prix global du gaz naturel a monté à un niveau sans précédent. Cela veut dire que les pays en Asie du Sud-Est, par exemple l'Inde, le Bangladesh, ont dû soit couper l'électricité ou revenir aux centrales à charbon. Donc, bien sûr, en fait, le prix du gaz est un facteur, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a d'autres parties du monde qui dépendent de cela. Juste rebondir sur le prix. Le président américain, c'est pas lui qui produit le GNL, c'est que des entreprises privées. C'est nous qui sommes le plus gros exportateur du gaz naturel liquéfié américain. La seule chose qui pourrait se passer, qui est un risque majeur systémique, c'est que les républicains décident de ne plus exporter, de stopper les exportations. Et ça, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit sur le gaz que ça puisse venir, ça pourrait venir sur le pétrole un jour. Parce qu'effectivement, les Américains pilotent toute leur politique en fonction du prix domestique du gaz ou du pétrole. Ils ont des ressources. Et s'ils ont le sentiment que les exports tirent leur prix vers le haut, ils nous bloquent. Alors là, je peux vous dire que si, en plus des Russes, on n'a plus le gaz et le pétrole américain, là, c'est pas un choc, c'est super choc. Donc, de ce point de vue-là, l'élection peut avoir effectivement une importance. Mais ce n'est pas lui qui décide à la fin, c'est les acteurs privés. Non, évidemment. Mais je crains que nous soyons d'accord. Juste rapidement sur la question du prix, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail, malheureusement. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même est-ce que le pic a été atteint, le pic énergétique en question prix, ou alors il faut s'attendre encore à des années difficiles? Je ne sais pas qui répond. Luc Raymond, allez-y. On va refaire un petit ordre. Vous avez 1 heure devant vous, Edwige, sur le prix? Non, j'ai 1 minute. Bon. Écoutez, Patrick l'a dit tout à l'heure, on ne va pas aborder cette transition énergétique sans avoir une visibilité de long terme sur notre économie. Et notre économie, elle nécessite d'investir. Pour investir, évidemment, ce dont ont besoin tous les opérateurs qui sont ici, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité de long terme. Ce qui manquait principalement, je vais parler du marché électrique qui est d'abord le mien, ce qui manquait principalement dans le marché électrique aujourd'hui, c'est de la visibilité de long terme et la faculté entre des producteurs que nous sommes et les consommateurs qui sont dans la salle et ailleurs de pouvoir contractualiser à long terme. Oui. C'est la direction qui est prise dans les discussions européennes aujourd'hui
Et à condition que nous soyons capables d'appliquer cela de façon pragmatique en Europe, je pense qu'un cadre de ce type est de nature à fournir beaucoup plus de stabilité sur les prix et donc d'éviter les prix de guerre. Pourquoi est-ce qu'on souffre aujourd'hui? C'est parce qu'on est dans des prix de guerre. Donc en ayant des contrats de long terme, on a la faculté d'amortir ces risques-là et donner de la visibilité aux consommateurs sur les prix de long terme et aux producteurs pour investir. Voilà l'élément qui est absolument déterminant pour pouvoir aborder cette phase d'investissement dans l'énergie qui est sans précédent, pour faire en sorte que ce soit tout à fait raisonnable pour les consommateurs et en même temps que ça donne aux opérateurs que nous sommes la faculté d'investir. Catherine MacGregor. Alors pour compléter ce que Luc vient de dire, moi je dirais que un moyen de garder ce coût de la transition énergétique et donc de manière ultime le coût de l'énergie finalement le plus raisonnable possible, c'est effectivement de se rétablir, de se redonner de la marge de manœuvre. Donc il faut beaucoup de capacités d'énergie renouvelable, il faut beaucoup de capacités d'énergie décarbonée et il faut investir aussi massivement dans les infrastructures pour pouvoir se donner cette résilience, cette capacité de stocker, avoir la robustesse dans ce système énergétique qui va être extrêmement importante pour permettre d'avoir un coût relativement under control, sous contrôle. J'irai peut-être en Espagne, au premier semestre, on a fait une petite étude. Vous savez, l'Espagne a développé massivement les énergies renouvelables. Oui. Et bien, 135 jours du premier semestre, les prix spot en Espagne étaient bien inférieurs à ceux de la France. Donc, c'est un exemple très concret, massivement des énergies renouvelables. Vous avez aussi l'aide un peu d'hydro, un petit peu de nucléaire aussi. Vous avez un mix énergétique décarboné et bon marché pour le consommateur espagnol. Voilà un exemple concret. Et donc, je pense qu'on peut y arriver tous ensemble. Patrick Pouyanné, rapidement, vous êtes déjà... J'ai hâte de faire Madame Soleil. Moi, je prédis que à cause de la transition énergétique et parce qu'on investit moins, en fait, fondamentalement, dans les énergies fossiles, notamment pétrole, le prix du pétrole va rester durablement élevé. Alors, où? Je ne sais pas, mais... Par contre, le gaz, comme il y a eu de la panique, on est en train de construire des usines. Technip est content, ils construisent des usines de gaz naturel liquéfié partout en ce moment. Donc à la fin de la décennie, on aura trop de gaz naturel liquéfié. Ce qui est bon, parce qu'à ce moment-là, le prix cassera la figure et on recréera des consommateurs en Asie, parce que c'est là-bas qu'on en a besoin. Et puis alors l'électricité, par contre, j'ai une conviction très forte. C'est d'ailleurs pour ça que Total devient Total Énergie et qu'on investit massivement dans l'électricité. C'est que l'électricité, parce que c'est certes sympathique, décarboné, le soleil est gratuit, mais c'est intermittent. Et c'est un système de plus en plus complexe à manipuler, un système avec des sources intermittentes. Il faut des capacités de stockage, on en est loin. Et quand on prend un système complet, à moins d'accepter de garder pas mal de fossiles, ça coûtera plus cher. Alors, attends, et d'ailleurs, la preuve, c'est que c'est pour ça qu'on investit là-dedans. Ça y est, le débat est reparti. Non, mais il reste 2 minutes. Je veux juste expliquer pourquoi, parce que je veux lutter contre une autre idée. C'est que les renouvelables ne sont pas rentables. J'entends ça partout. Ah oui, mais Catherine MacGregor va vouloir vous répondre, Arnaud aussi. D'accord, mais je peux aller au bout de ma phrase peut-être. Non, j'irai au bout de ma phrase. Oui. Voilà. J'ai le droit? Voilà. Bien. Mais vas-y, réponds, comme ça me permettra de rebondir sur ta réponse. Non, mais simplement qu'évidemment, et on n'a pas défini tous les composants du système énergétique, évidemment qu'il faut des actifs flexibles, évidemment qu'il faut investir dans les batteries, évidemment que les centrales à gaz, à partir de gaz décarboné, vont jouer un rôle massif, parce qu'on sait très bien que les renouvelables, ça, en fait, augmente l'instabilité dans les réseaux électriques qu'il faut stabiliser. On voit ça tous les jours. Donc les services ancillaires, les batteries, etc. sont importants. D'accord. Mais c'est tout ce système énergétique. Donc l'électricité décarbonée coûtera plus cher qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que si tu fais des investissements, tu prends sans doute pas 50 € par mégawattheure comme hypothèse, sans doute beaucoup plus. Sinon, on n'investit pas dans l'éolien offshore en Europe à 50 € du mégawattheure. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, la preuve que c'est très bien, je peux vous dire, c'est que maintenant qu'on a nous on a fabriqué une boîte électrique, je veux dire, on a 20 milliards d'actifs dans l'électricité, donc on commence à savoir de quoi on parle dans le monde. Ces 20 milliards, d'ailleurs, on a un résultat positif, on va faire près de 2 milliards de résultats cette année. Donc l'électricité, non seulement il faut y investir, mais en plus on peut y gagner pas mal d'argent. Voilà ce que les leçons. Mais il ne faut pas dire aux gens que parce que le soleil est gratuit, ça va pas être cher. Ça, c'est pas vrai. Ça sera plus cher. Le système décarboné coûtera plus cher. Parce que si tu veux faire de l'électricité... On va demander à Jean-Hervé Lorenzi de prolonger, parce que là... Moi, je voudrais dire que j'adore voir... Je voudrais juste dire que j'adore voir Catherine et Patrick se passionner pour l'électricité. Oui. Je voudrais juste dire que j'adore voir Catherine et Patrick se passionner pour l'électricité. Je trouve ça très bien. Bon. Arnaud Piéton, juste un petit mot sage. Une minute. Et puis c'est fini, juste ça, Jean-Hervé. C'est fini, mais une minute parce que je sais que dans la salle, il y a probablement des étudiants. Ah. Et vous avez entendu
les challenges qui sont les nôtres à propos de l'invention et de la création d'un nouveau système qui a besoin d'être à l'échelle. Il continue la conversation. Et on a besoin d'ingénieurs, et c'est une ressource française extrêmement précieuse. Donc, joignez-nous à résoudre ce challenge. Bravo à tous.